comme on dit souvent dans le milieu paysan, l'eau, c'est la vie. J'ai fait énormément de tomates surtout. Philippe Lamour, qui a quand même été un grand visionnaire et qui avait vu très large, il espérait faire du Languedoc la Californie française. Quel serait ce territoire qui n'aurait plus d'eau? On ne peut pas, en plein été, dire aux touristes qui sont sur notre côte, mais il ne faudrait pas vous doucher de 8h du matin à 20h le soir parce qu'on manque d'eau. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Le canal Philippe Lamour, c'est une très vieille histoire de flotte. Parce que s'il fait beau et chaud en Languedoc-Roussillon, il y fait aussi très sec. En fait, c'est toute l'histoire de la région qui s'est écrite autour des questions d'eau. Les Romains qui s'étaient installés à Nîmes construisaient déjà de grandes infrastructures destinées à transporter l'eau. 2000 ans plus tard, dans les années 50, la région en était toujours là, trouver de l'eau pour pouvoir se développer. Et c'est alors un grand canal qui vit le jour. Un très grand canal. Une infrastructure un peu pharaonique à vrai dire, dont la valeur actuelle est estimée à 2 milliards d'euros. Cet aménagement, d'abord baptisé Canal du Bas-Rhône, transporte l'eau du Rhône, un des plus puissants des fleuves européens, depuis Arles jusqu'au sud de Montpellier, arrosant au passage le département du Gard et une partie de l'Hérault. Le canal serait plus tard rebaptisé Philippe Lamour, du nom de celui qui réussit à convaincre la République française de financer l'aménagement. Regardez, attention, voilà, le Rhône, il est là. Le vigneron. Il est là. Voilà. C'est Hugoulin. Hugoulin, je veux mon eau. Elle est là. Et là, on l'a à 10 mètres cubes heure. En plein milieu de la garrigue, à 50 km du Rhône. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il y en a qui aimeraient avoir ça. Plutôt que de faire des autoroutes pour aller plus vite ou des ronds-points pour aller plus doucement, il faudrait mieux de mettre des tuyaux d'eau partout pour alimenter de l'eau à usage divers, bien entendu. Pas uniquement pour l'agriculture, parce que demain, elle manquera. Allez, on y va. Là, on va à ce qu'on appelle la défriche. Voilà. Hop, on est arrivé. Vous voyez ces petits tuyaux noirs qui sont reliés à une canalisation souterraine, une boîte que nous allons voir qui régule, qui nous permet d'arroser, parce que vous voyez bien le terroir, il n'y a que des cailloux. Voilà. Il a fallu la planter, la vigne, là-bas. On l'a plantée à la main. On l'a maintenue grâce à une irrigation raisonnée. La même défriche a été faite au village voisin, où il n'y a pas l'eau. Et au bout de 7-8 ans, ils ont été obligés d'arracher. Voilà, la vigne est belle. Là, vous êtes dans une propriété familiale qui date de l'an 1500, Mas-Montel, Philippe Lamour. C'était un peu le père spirituel de mon père. Et la photo, elle est là. Voilà. Voilà le père Lamour et le père Granier, qui, vous voyez, je n'ai pas cherché longtemps. Elle est là depuis bien longtemps, parce que c'est aussi l'histoire du domaine, voilà. Philippe Lamour. Dans la région, il est une véritable icône. Intellectuel atypique dans l'entre-deux-guerres, il admirait autant Lénine que Mussolini. Il est fasciste en 1925, proche du Front populaire en 1936. Il fuit l'occupation et s'installe près de Nîmes en 1942.
Après la guerre, il devient l'un des grands technocrates de la 4e République. C'est lui qui réussit à convaincre Pierre Mendès France que l'eau permettrait de changer le destin de cette région, trop sèche pour se développer, alors que le Rhône charriait ses milliards de mètres cubes d'eau à seulement quelques dizaines de kilomètres. Ainsi, la compagnie du baron Languedoc, BRL, fut-elle créée en 1955. Philippe Lamour en prenait la direction et le canal a été creusé en seulement 5 ans. Depuis lors, c'est toujours BRL qui gère l'eau du canal, rebaptisé Philippe Lamour dans les années 80. Alors nous sommes ici sur l'ouvrage qui est le début du système hydraulique que gère BRL pour la région Languedoc-Roussillon, qu'on appelle l'ouvrage de prise au Rhône. Le porteur d'eau. Si on regarde au loin, on voit le fleuve s'écouler qui, en année moyenne, charrie 54 milliards de mètres cubes d'eau à la mer. BRL, dans son système hydraulique, n'en prélève que 150 millions de mètres cubes, donc à peu près 0,4% de la ressource du fleuve. Si on regarde un peu plus complètement dans cette direction, donc là, on a un canal qui est très large, qui permet de délivrer 75 mètres cubes par seconde. À l'heure actuelle, il n'est utilisé qu'à peu près 20-25% de ses capacités. Aujourd'hui, c'est pratiquement 120 000 hectares qui sont destinés à l'agriculture. Le potentiel de cet aménagement est de l'ordre de 300 000 hectares équipés à l'irrigation. 12 km en aval de la prise au Rhône, c'est un édifice colossal qui aspire l'eau du fleuve. Nous sommes ici sur le site de la station de pompage Aristide Dumont, qui est le cœur du dispositif d'aménagement hydraulique. Alors, la station de pompage a pour effet d'élever, de pomper ces eaux sur, on voit le dénivelé, à peu près d'une vingtaine de mètres, pour partir dans la direction de Montpellier, sur à nouveau un système de canal qui, par gravité, amène sur à peu près 50 km l'eau à destination de l'agriculture, du maraîchage, mais également d'un certain nombre de stations de potabilisation pour alimenter à peu près 1 million de personnes en période estivale. Ce qui est important également, et on le voit sur ces aménagements, c'est leur capacité à évoluer. On voit au travers des conduites qui sont réservées en blanc cette vision de l'avenir, le fait de dire on réserve une capacité pour plus tard. Donc on a aujourd'hui un moyen d'agir dans le temps pour pratiquement doubler le débit. Donc je crois que c'est un point très important pour le futur et c'est une forme de transmission. Philippe Lamour avait vu grand, très grand, peut-être même un peu trop grand. En fait, cette station de pompage est tellement grande qu'en 54 ans, elle n'a jamais fonctionné à plus de la moitié de sa capacité. Mais peu importe, à l'époque, les grands de ce monde se précipitent pour visiter cet édifice fabuleux. Nous allons faire dans les plaines des maïs, des aliments du bétail pour l'élevage, mais surtout par l'irrigation par aspersion des légumes et des fruits. Правильно, я с вами согласен. Я хочу вас поздравить с замечательным сооружением. Я радуюсь, потому что это действительно сооружение идет на пользу людей. И мы тоже работаем в этой области. И мы бы были рады с вами, так сказать, дружить и сотрудничать в этой области. Желаю успехов вам. En 2014, cette station reste à la pointe, notamment grâce à une technologie avancée pour contrôler la qualité de l'eau. On a un truitomètre, c'est pour la qualité de l'eau. Alors ce truitomètre, il a pour objectif de pouvoir détecter des pollutions organiques parce que la truitelle est un animal très sensible à la variation de la qualité de l'eau. Et si, du fait d'une pollution, les truitelles venaient à décéder, un système d'alarme automatique déclenche une information qui conduit ensuite à suspendre l'alimentation en eau. Donc là, on voit les images d'époque, des images qui nous sont familières avec des visages qu'on reconnaît, notamment celui du président Charles de Gaulle qui a inauguré dans les années 60 ces stations. Mais qu'avaient-ils donc tous avec ce canal, dont la portée était somme toute régionale? À l'époque, l'enjeu agricole est un enjeu d'État. Nous sommes en 1960 et la guerre est encore récente dans les mémoires, avec son lot de privations et de disettes. Partout dans le monde, il y a un mot d'ordre, produire pour nourrir. Et grâce au canal, le général espère que le Languedoc-Roussillon deviendra l'un des jardins potagers et fruitiers de la France des 30 Glorieuses.
À l'époque, M. Bécamel venait de reprendre l'exploitation familiale. Un bras du canal est venu couper en deux sa propriété. Donc nous nous trouvons maintenant sur une branche du canal du Baronne que j'ai vu édifier là, avec beaucoup d'espoir. L'exploitant. On a fait des pommes de terre de printemps, des pommes de terre d'automne, on a fait de la tomate de conserve qui marchait très bien, de l'asperge. Et grâce justement à l'eau du Baronne, on pouvait concevoir toutes ces cultures, alors qu'avant, il n'était pas question de faire de telles spéculations. Il y a eu une activité intense dans le pays, par une activité agricole qui n'a fait que se développer au niveau technique agricole et ensuite au niveau conditionnement de toutes ces récoltes, conditionnement et commercialisation. Enfin, il y avait tout un ensemble qui permet, et tout le monde devrait dans ce sens, quoi. Voilà de l'arboriculture. De l'arboriculture, c'est M. Gassier justement qu'on va voir, qui se trouve là, et il a planté une trentaine d'hectares de pêchers. Eux, ils avaient une propriété en Algérie, puis aux événements d'Algérie, ils sont rentrés chez eux, quoi. Voilà. Encore un olivier. Bonjour Roger. Bonjour Jacques, ça va? L'arboriculteur. Alors si vous voyez ce que je fais, c'est pas du cinéma, c'est une manie du producteur. Le producteur, il faut qu'il touche. On enlève une bonne partie des fruits. Là, les fruits doubles, il ne faut pas les laisser. Et on fait comme ça. Philippe Lamour, qui a quand même été un grand visionnaire et qui avait vu très large, il espérait faire du Languedoc la Californie française. C'est bien parti parce qu'en plus, il a eu la chance d'avoir l'apport des Pieds-Noirs qui ont quitté l'Afrique du Nord. En Algérie, j'étais déjà agriculteur. Je dirigeais un domaine de vignes et d'arbres fruitiers. Donc c'était quand même une culture que je connaissais. Ici, les Pieds-Noirs ont été plus de la moitié des exploitants. Parce qu'il y avait du terrain à revendre, puisqu'il était inexploité. Et l'arrivée de l'eau permettait de l'exploiter. Les Pieds-Noirs et le canal du Baronne, c'est la petite histoire dans la grande. La grande histoire qui, justement, continue à suivre son cours. Nous sommes maintenant vers la fin des années 60. L'Europe commence à se mettre en place et les esprits sont à l'économie glorieuse et à la société de consommation. Le Languedoc-Roussillon voit les touristes déferler. Mais ces touristes passent leur chemin et filent en Espagne, ce qui ne plaît pas du tout au général. La France décide alors l'aménagement de ce littoral. Les marais insalubres vont être transformés en stations balnéaires destinées à capter le flot des touristes et leur budget vacances. La Grande Motte, Port-Camargue, ces stations n'auraient jamais pu voir le jour sans l'eau du canal du Baronne. Car les touristes, qui ont tous la même idée de venir l'été quand la région est sèche, transpirent, prennent des douches et boivent beaucoup. Il leur faut de l'eau, et de l'eau en abondance. Les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon accueillent aujourd'hui près d'1 million de touristes par an. Chapeau bas pour le Baronne, ce canal qui décidément a beaucoup apporté à la région. Oui, mais le temps passe et les temps changent. Alors voilà maintenant les vergers qui ont été sectionnés donc au pied et les terrains abandonnés. Alors là, sur notre costière, c'est un spectacle navrant. Là, vous êtes devant une vingtaine d'hectares d'arbres fruitiers, enfin d'ex-arbres fruitiers. Ce sont des pêches qui n'arriveront pas à terme, quoi. Voilà, donc voilà comment se trouve actuellement la quasi-totalité de nos vergers. C'est terminé pour nous. C'est un cimetière de pêchers, là. C'est devenu le désert de Gobi.
Le grand marché mondial. On aimerait bien penser à autre chose, mais il se rappelle toujours à nous. Et depuis une dizaine d'années, les exploitations du sud de la France ferment les unes après les autres, victimes de la concurrence italienne, espagnole ou encore égyptienne. Or, la culture des fruits et légumes exige justement beaucoup d'eau. La société BRL est donc en manque de clients et en manque d'argent. Comme une vieille voiture, le canal du Baronne aurait besoin d'un entretien beaucoup plus conséquent. Nous avons des pertes au niveau du canal, vous voyez, nous avons des joints chaque 10 mètres là. C'est certain qu'il y a des fuites par ces fentes. Par exemple, voyant cette végétation qui va travailler le ciment, avant c'était arraché, c'était systématiquement girobroyé, arraché. Maintenant, on ne voit plus personne. Et pourquoi ils ne le font plus? Parce qu'il n'y a pas la même dynamique, quoi. Avant, il y avait des factures d'eau qui rentraient, et maintenant, les factures d'eau ne rentrent plus. Hein. Alors, ça fait qu'ils ont une baisse d'activité. Cette baisse d'activité se voit au niveau de l'entretien. Ce genre de spectacle, vous le rencontrez de partout, quoi. C'est surtout le tracé du canal. Disons que si on avait davantage de ressources, on aurait plus de capacité financière. Il faut mesurer que nous avons un patrimoine qui fait 6000 km de canalisation. Parce qu'au sortir de la guerre, l'autosuffisance alimentaire était la principale préoccupation. On ne pensait pas à la mondialisation telle qu'elle s'est opérée par la suite. Donc le projet s'est peu à peu redimensionné et est devenu un peu plus modeste. Pour autant, toutes les installations maîtresses de base sont calibrées par rapport au projet d'origine. Donc nous avons des coûts de maintenance qui sont calibrés par rapport à ces aménagements. La première logique, c'est que les ouvrages stratégiques, les barrages, les canaux, les gros systèmes de canalisation soient prioritaires dans la maintenance. On le comprend, il y a à la fois des enjeux de sécurité pour les populations et deuxièmement des enjeux stratégiques pour alimenter les territoires. Disons-le franchement, Philippe Lamour, le visionnaire, a fait construire un canal bigrement surdimensionné. Pas facile pour BRL de joindre les deux bouts aujourd'hui, quand les ventes d'eau s'effondrent au moment même où le canal vieillissant a besoin d'entretien. On n'aime pas trop le dire à la compagnie, mais il faut bien vendre de l'eau. Jean-Gabriel Blanc a travaillé chez BRL il y a une vingtaine d'années. À BRL, je suis rentré comme ingénieur d'études. L'ingénieur commercial. Et puis, quelque temps après, on m'a demandé de m'occuper aussi d'un service très important, le service commercial des ventes d'eau agricole. 80% du volume, 50% des recettes. Donc ça, je m'en occupais directement, avec la fixation des objectifs. On travaillait à partir d'objectifs à atteindre de vente d'eau, donc on poussait à la consommation d'eau. C'est ça qui m'a un petit peu... Bon, je peux le dire maintenant que j'ai quitté le Baronne, mais quand j'étais au Baronne, j'étais dans la dynamique d'entreprise, c'est normal d'ailleurs, sinon j'ai qu'à m'en aller. Donc, je suis parti un peu poussé, parce que les années 92, c'était dit très difficile, on encourageait les gens à partir. Donc, ça me tracassait de voir qu'on poussait à la consommation d'eau. Les actionnaires de BRL sont en majorité des institutions publiques qui ne perçoivent pas de dividendes. Mais BRL reste une entreprise qui a besoin de se développer. Et justement, elle vient de se lancer dans un grand projet de tuyaux, baptisé Aquadomicia. Le tuyau prend sa source au bout du canal Philippe Lamour et à terme, il devra alimenter en eau une centaine de communes jusqu'à Narbonne. Un aménagement à 200 millions d'euros, financé par les actionnaires de BRL et par les collectivités locales qui achèteront de l'eau à la compagnie. Et donc certains se demandent si Aquadomicia n'est pas en fait avant tout fait pour vendre de l'eau. Jean-François Bianco, viticulteur, est de cela. Je pense qu'aujourd'hui, BRL pour la région sont des acteurs utiles, mais qui à un moment donné, en étant en difficulté, ont eu besoin de trouver du travail concrètement. Le paysan. Ce projet Aquadomicia, il est venu quand? Juste après une grande restructuration de BRL qui avait vu sa consommation s'effondrer, vu que plus personne ne se servait de l'eau, et qui avait besoin d'inventer un nouvel outil ou de faire de l'ingénierie sur un autre projet. Et donc, effectivement, BRL, ce n'est pas les méchants, ce n'est pas du tout des méchants, mais c'est des gens qui ont besoin de faire tourner leur boîte. BRL se soucie du revenu de BRL, ce qui est bien naturel pour une entreprise. C'est l'inverse. Pour resituer le projet Aquadomicia, sa rentabilité, au sens économique du terme, s'inscrit dans le temps long. On est sur des temps de retour qui sont de l'ordre de 20 à 30 ans.
Aujourd'hui, c'est l'économie globale du réseau hydraulique régional qui participe au cofinancement de l'extension. En clair, oui, BRL se réjouit d'avoir une nouvelle activité. Mais non, BRL ne va pas gagner d'argent avec Aquadomicia. En tout cas, pas tout de suite. Mais alors, en ce bas monde où l'on pense avec le portefeuille, pourquoi donc le principal actionnaire de BRL, la région Languedoc-Roussillon, a-t-elle décidé de se lancer dans un tel projet? On met en place ici un réseau pour les 40-50 ans qui viennent. Je parlerai de l'économie agricole, où aujourd'hui il est question d'irriguer nos vignes. Nous sommes producteurs de très bonne qualité de vin. Nous misons tout sur l'export. Et il n'est pas question de dire, quand vous êtes en Chine, au Japon, de dire, le viticulteur ne peut pas dire, écoutez, cher acheteur, désolé, cette année, ma vigne a eu un stress hydrique durant l'été, chacun peut imaginer ce que c'est, forte chaleur, la vigne s'est recroquevillée, elle ne produit plus. Ça, c'est pas permis. Depuis un siècle, chaque fois que les paysans se sont modernisés, ils ont vu leurs revenus baisser. On est passé du cheval au tracteur, là du tracteur on va passer à l'irrigation. Il n'y a jamais eu de plus-value pour le monde agricole qui quand même malgré tout ça voit perdre un paysan par jour depuis quasiment 30 ans dans le département du Gard. Et ça, M. Bourquin n'en parle pas. Parce que les gens qui iront à l'export, c'est des grandes sociétés, c'est des grandes boîtes sur lesquelles il n'y aura personne sur place. On sera de l'industrialisation de la production qui effectivement vendront peut-être leur vin, mais ça ne servira pas l'agriculture. Ça servira le monde industriel et peut-être l'image de la région. Et le paysan, dans tous les cas, n'a rien à gagner dans ce discours. Rien. Si ce ne sont pas les paysans, qui alors a donc à y gagner? Question à 200 millions d'euros. Dans la région, quelle est l'industrie qui se développe et dont on peut anticiper les besoins en eau? Et par dit que je veux aider au développement du tourisme, c'est tout un développement touristique, mais surtout économique qui est derrière. Nous sommes aujourd'hui la 4e région touristique de France. Et vous doutez que mon objectif, c'est d'être les seconds. Donc il faut fournir justement cette capacité à avoir ces moyens-là. Et puis au passage, je le dis pour nos concitoyens quand même. Notre région est la région qui accueille le plus de population nouvelle chaque année. 30 000. Eh bien, il faut leur fournir les moyens à ces 30 000. L'agriculture et l'irrigation, c'est bien. Mais Aquadomicia, c'est donc surtout une question d'eau potable. Et ce n'est pas un hasard si au bout du premier tronçon d'Aquadomicia, qui vient d'être inauguré, on trouve une station de potabilisation flambant neuve. Le syndicat du Bas-Languedoc est le premier client de BRL sur le tracé. Alors là, c'est l'arrivée de l'eau du Rhône. Alors cette eau donc, arrive du canal Philippe Lamour. C'est la première tranche du projet Aquadomicia. Le syndicat des eaux. Voilà, donc là, on se dirige vers la première phase du process, à savoir la floculation. Donc nous allons pénétrer dans la principale salle. C'est par ici. Manque de peau, c'est fermé. Ah, parce que c'est sécurisé, mais bon, ça faudra. Première étape, on fait remonter en surface toutes les matières en suspension. Au bout d'un certain temps, quand il va y avoir une épaisseur, vous allez avoir donc toute la partie en surface qui va se déverser dans ce petit canal d'évacuation. Et quand on voit ça, on n'a pas envie d'en voir. Hein. Les matières qui n'ont pas été éliminées avec les flocs sont éliminées par les filtres à sable. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, le filtre à charbon. Alors c'est le même procédé. L'eau arrive par-dessous et va remonter à travers le charbon qui va tuer tout ce qui est bactériologique. Alors là, nous arrivons au niveau du système UV qui permet, comme un micro-ondes en quelque sorte, de tuer tout ce qui reste dans l'eau. Et c'est la dernière phase avant la chloration de l'eau. Le syndicat comprend 26 communes qui vont de Agde jusqu'à l'ouest de Montpellier, Saint-Jean-de-Védas. C'est 500 000 habitants l'été, 150 000 l'hiver, avec la particularité que nous avons une bande littorale très touristique et il y a un problème très important, c'est l'été de pouvoir répondre aux besoins des touristes. Donc l'eau est devenue une problématique fondamentale dans l'économie locale.
Les nappes phréatiques sont dans notre secteur à peu près à 50% de leur niveau habituel, ce qui veut dire qu'on devrait avoir de gros soucis au niveau des forages cet été. Et là, à Aquadomicia, donc, ce projet devient indispensable, puisqu'avec le réchauffement climatique, ces problèmes de nappes phréatiques vont se poser régulièrement. Et le fait d'avoir de l'eau en abondance, ça va nous permettre d'avoir une sécurité absolue pour notre activité touristique. Regardez, hein, transparente, 4 heures de procédé. Hein. Voilà l'eau de Philippe Lamour. Il vaut mieux la boire maintenant qu'avant la floculation. Hein. L'eau du Rhône, c'est une certaine idée du bonheur, une idée qui tourne autour du tourisme, de la croissance, de l'export. En ces temps troublés, il ne faut pas bouder son plaisir. Pour autant, dans ce monde en pleine mutation, il ne faut sans doute pas non plus oublier que pendant des décennies, la région s'est construite autour de ses agriculteurs. L'agriculture dans le Gard a le même PIB induit et agricole que le tourisme. Donc il faut faire attention de ne pas faire partir les paysans, parce que les paysans ici, c'est les gens qui irriguent cette région. Parce qu'ils font travailler les marchands de tracteurs, les marchands de matériel agricole, mais ils font aussi travailler les menuisiers, ils font travailler les boulangers, ils remplissent les écoles avec leurs gamins. Et donc il y a besoin de protéger cette population, qui elle est une population très stable, et qui emmène beaucoup d'argent à la région, même si eux n'ont pas beaucoup de revenus. La région aurait d'autant plus intérêt à soigner ses paysans que le réchauffement climatique asséchera beaucoup l'agriculture mondiale dans les années qui viennent. Et dans le même temps, la population va continuer de croître. Or, il va falloir nourrir tout le monde. Qui sait si les fruits et légumes du Languedoc-Roussillon ne connaîtront pas dans quelques années un nouvel âge d'or. Le canal Philippe Lamour aura peut-être alors un débouché à sa démesure, à condition qu'il reste des hommes pour cultiver la terre. Dans certains quartiers... Immeubles vétustes et insalubres. Un ensemble urbain... Magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de